Bonjour à tous, bienvenue. Bérengère Couillard, c'est aujourd'hui la journée de lutte internationale contre les violences faites aux femmes. 118 féminicides en France en 2022, 95 recensés depuis le début de cette année. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour changer ça ? Écoutez, on agit depuis maintenant 4 ans et on va continuer à agir pour faire baisser significativement les féminicides. Qu'est-ce qui change ? C'est on souhaite faciliter le départ des femmes. On voit bien qu'il y a encore trop d'allers-retours avant que les femmes puissent quitter définitivement le domicile et donc se séparer de leur agresseur. Pour ça, on lance et on teste le PAC Nouveau Départ dans 5 départements, donc cette fin d'année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir un agent coordinateur de la CAF qui va organiser avec les associations locales le départ des femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous savez, une femme, si elle ne quitte pas le domicile, il y a bien sûr la notion d'emprise, mais aussi des contraintes administratives, financières, des contraintes pour la recherche d'un logement, pour la garde des enfants, les démarches juridiques. Et tout ça, on va le faciliter avec quelqu'un qui va justement coordonner tout ça. Sur l'aspect financier aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui sera fait ou pas ? Exactement. Parce que c'est souvent un très gros problème. Alors oui, et ça c'est possible dans tous les départements. Ça veut dire qu'on va avoir une aide qui va être dédiée aux femmes, une femme qui présente une plainte ou une ordonnance de protection. Elle peut demander une aide qui va de 250 € à plus de 1 300 € en fonction de sa situation familiale et puis également de ses revenus. Et donc c'est une aide directe versée en 3 à 5 jours par la CAF qui va permettre justement d'aller plus vite et donc de lui faire faire ses premiers achats nécessaires à son départ. Les associations disent par exemple les ordonnances de protection, c'est souvent trop long à obtenir. Alors non, nous avons 6 jours, fait passer à 6 jours. Quand nous sommes arrivés en responsabilité, c'était plus de 40. Donc on a vraiment fait évoluer cela. Mais on peut encore réduire et c'est pour ça qu'on va faire passer une loi dans les prochaines semaines qui permettra des ordonnances de protection en 24 heures, c'est-à-dire quasiment dans l'immédiateté. Aujourd'hui, il y a 9 femmes sur 10 qui disent qu'elles ont été agressées physiquement ou verbalement, notamment dans les transports et dans les transports en commun. Qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes qui parfois se sentent obligées de descendre d'une rame de métro parce qu'elles s'y sentent mal à l'aise et elles sentent une forme d'agression ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'est-ce que vous faites pour elles ? Déjà que je les crois et que je les comprends parce que je me suis déjà sentie dans cette situation. Donc je comprends tout à fait ce que ressentent les femmes parce qu'en fait, elles sont toutes concernées. Quand on dit 9 femmes sur 10, c'est peut-être que certaines n'ont même pas cette impression-là. Mais la réalité, c'est qu'on change nos habitudes vestimentaires quand on va dans les transports, notre attitude. Donc moi, ce que je leur dis, c'est qu'elles doivent garder la tête haute, que nous lançons là une campagne de sensibilisation que nous avons notamment donc inaugurée avec Elisabeth Borne et Clément Beaune hier. C'est l'idée donc de dire levons les yeux, c'est-à-dire que tout le monde doit être autour des victimes et surtout faire en sorte de faire reculer les agresseurs parce que souvent ces femmes elles se sentent seules. Mais une campagne de com, ça suffit pour faire reculer les agresseurs ? Alors elle est puissante, elle est très visible dans les transports et c'est pour faire justement en sorte que l'ensemble des concitoyens qui prennent les transports en commun se sentent investis aussi de réagir. Il ne s'agit pas d'aller réagir soi-même, si c'est possible, il vaut mieux le faire, mais évidemment aussi de faire les signalements nécessaires. Vous savez, de signaler notamment aux agents de sûreté de la RATP, de dire à la police, d'appeler le 17. C'est ce genre de choses qu'il faut faire pour justement aider ces femmes qui peuvent se faire agresser. Nos confrères de complément d'enquête ont révélé cette semaine que depuis 2021, 437 gendarmes et 473 policiers ont été impliqués dans des violences conjugales. Et ils ont même montré que certains d'entre eux sont toujours en poste, à l'accueil parfois dans certaines gendarmeries ou certains commissariats. Comment voulez-vous que les femmes qui viennent témoigner pour des violences conjugales subies puissent se sentir écoutées si elles se retrouvent face à ce type de personnage ? Est-ce que c'est normal ? Ah non, c'est pas normal. Et le ministre de l'Intérieur avait été très clair sur cette question. Il faut que tout agent qui est concerné soit donc mis à d'autres tâches et plus en face du public et surtout ces femmes qui viennent déposer plainte. Complément d'enquête a montré que c'était pas le cas partout. Il faut que ce soit le cas et du coup on gardera ça avec le ministre de l'Intérieur, mais il est hors de question de laisser ces hommes en contact de ces femmes. Et donc ça met aussi à mal tout ce que nous mettons en place. Vous savez, nous formons depuis maintenant 4 ans, nous avons formé plus de 150 000 policiers et gendarmes. C'est énorme et les forces de l'ordre sont de plus en plus sensibilisées sur cette question. Donc il ne faut surtout pas justement mettre à mal ce que nous mettons en place avec beaucoup de nos agents qui sont particulièrement engagés et c'est remarqué sur le terrain. Vous pourrez demander aux associations qui agissent au quotidien, elles le reconnaissent, il y a un changement de prise en compte des forces de l'ordre au quotidien. Ces policiers ou gendarmes, il faut les radier de leur corps ou pas ?
Il faut déjà les mettre à d'autres... Je ne pense pas qu'il soit possible de totalement les radier de leur corps. Il est possible de les mettre à d'autres missions. Et moi, ce que j'encourage, en tout cas, c'est de les mettre à d'autres missions. Tout dépend aussi, évidemment, de la peine et des faits. Je ne peux pas me prononcer sur l'entièreté, mais de dire que ces personnes ne peuvent plus être face à des victimes et donc face au public. Cette semaine et les jours précédents ont beaucoup été votées aussi les questions de soumission chimique, parce qu'il y a un élu qui a été mis en cause, un sénateur, le sénateur Joël Guerriau, mis en examen pour avoir drogué une députée afin, je cite, de commettre un viol ou une agression sexuelle. Est-ce qu'il peut rester sénateur? Parce qu'il l'est toujours. Écoutez, en attendant, il peut le rester. J'encourage à réfléchir au fait qu'il puisse en partir, bien sûr. Vous savez, la justice va rapidement passer sur ce sujet. Moi, j'apporte tout mon soutien à Sandrine Josso et je l'ai fait, je la connais parce que j'ai été moi-même députée pendant 5 ans. Et la soumission chimique, au-delà, on voit déjà que ça arrive dans tout milieu, ce n'est pas uniquement dans des milieux plus défavorisés. Et c'est un phénomène, en fait, qu'il faut qu'on arrive à enrayer. Aujourd'hui, c'est 2600 plaintes par an, mais le phénomène est totalement sous-estimé. Et souvent, les victimes ne se souviennent de rien. Et c'est bien ça le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Alors, il faut déjà sensibiliser les médecins. Parce qu'en fait, il y a des femmes qui viennent... parce que la soumission chimique, peut-être, on pense toujours que c'est dans les milieux festifs. Mais en fait, c'est aussi parfois par ses proches. Et donc, on peut avoir comme ça une récurrence de soumission chimique qui fait qu'on va avoir des symptômes de perte de mémoire, d'inconscience. Et donc, il faut aller chez le médecin. Et donc, il faut que nous, on sensibilise davantage les médecins pour qu'ils prennent en compte le fait que ça puisse être de la soumission chimique et pas penser que ça puisse être des pathologies qui fassent perdre la mémoire. Je vous en parle parce que j'en ai parlé avec Elisabeth Borne cette semaine et nous comptons bien agir sur ce sujet. Et la sensibilisation, notamment du corps médical, est indispensable pour agir sur ce sujet. Question courte, réponse courte. Est-ce que justement ces élus, on verra, la justice n'est pas encore passée dans le cas de ce sénateur, mais qui sont condamnés pour des violences faites aux femmes ou des violences conjugales, est-ce qu'il faut les rendre inéligibles? Je le crois. Je le crois, vraiment. Aurore Bergé avait souhaité le faire, ça avait été repoussé à l'Assemblée il y a quelques mois. Écoutez, moi je partage l'opinion qu'elle a tenté de le faire et je fais partie des personnes qui pensent que nous devons le faire. Il y a pour d'autres faits, parce que je pense que c'est grave. S'il y a agression sexuelle, là pour le coup, c'était dans le but probablement de l'agresser, d'abuser d'elle. Et donc je considère que c'est quelque chose qui doit être mis à la hauteur des faits. Je vous rappelle que le viol est un crime. Et donc rendre inéligible ensuite? On le fait pour d'autres cas. Le 13 décembre prochain sera présenté en Conseil des ministres le projet de loi qui vise à inscrire dans la Constitution la liberté des femmes de recourir à l'IVG. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ça ne sert à rien parce que ce droit ne serait menacé par aucune force politique en France? Elle a été menacée et moi je trouve que c'est toujours pas tout à fait clair, notamment à l'extrême droite. Donc il faut agir. On voit que les choses peuvent s'inverser très rapidement. Il suffit d'avoir évidemment un parti qui gagne notamment les élections pour changer les choses. On l'a vu aux États-Unis, qui est l'une des grandes démocraties du monde. Et donc il nous faut agir, il faut sanctuariser cela. Et je trouve évidemment que c'est une excellente nouvelle. Cette fin d'année sera présenté le projet donc en Conseil des ministres pour que ça rentre dans la Constitution en début d'année prochaine. Et c'est bien heureux. Pour vous, il y a encore en France un danger de remise en cause de cette liberté, parce que c'est le terme qui sera retenu, qui a été retenu par le président de la République, le terme de liberté et pas de droit. Il y a un risque que Marine Le Pen arrive au pouvoir et donc oui, je crois qu'il y a un risque pour le droit à l'IVG. Elle dit qu'elle ne remettra jamais en cause ce droit à l'IVG. Elle le dit, elle ne l'a pas toujours dit, et ce qu'elle dit, elle ne l'applique pas toujours. Donc je le dis, je pense que nous avons un risque, et donc les femmes et l'ensemble de la population française on doit avoir un sursaut, et sur ce sujet, je pense qu'il faut constitutionnaliser l'IVG. Merci beaucoup, c'est à vous Maya. Merci beaucoup.